Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. En 2007, le Front National a perdu un certain nombre d'électeurs, aussi bien aux élections présidentielles qu'aux élections législatives. Jean-Marie Le Pen a laissé entendre en septembre dernier qu'il pourrait éventuellement quitter la présidence du Front en 2010. Alors, quel avenir pour le Front National? Parmi mes invités, il y a Marine Le Pen. Vous êtes vice-présidente du Front National. D'après les sondages, d'ailleurs, 3/4 des sympathisants du Front National voudraient que vous succédiez à votre père Jean-Marie Le Pen à la tête du parti, le jour où il quittera ses fonctions. En attendant, vous êtes candidate dans le Nord-Ouest aux élections européennes. Vous siégez en effet au Parlement européen depuis 2004. Alors je vous pose, vous êtes la première à qui je pose cette question, mais je vais la poser à tous mes invités. Comment définiriez-vous le nationalisme aujourd'hui en 2008, Marine Le Pen? C'est déjà connoté comme question, mais pour vous répondre rapidement, la défense de la nation est probablement la seule vraie grande idée moderne de ce début du XXIe siècle. Alain Soral, vous êtes écrivain, président de l'association Égalité et Réconciliation, que vous voulez un héritier du cercle Proudhon, qui datait de 1920. Vous êtes un ancien militant du Parti communiste français. Vous êtes actuellement membre du comité central du Front National et candidat à l'investiture comme tête de liste Front National aux élections européennes en Île-de-France. J'ajoute qu'est sorti cette année votre abécédaire de la bêtise ambiante. Même question, le nationalisme aujourd'hui, vous le définiriez comment? C'est le mouvement qui se propose de protéger le peuple de la violence du libéralisme mondialisé et de la tentative hégémonique de ce mondialisme comme mouvement politique. Pascal Perrineau, vous êtes politologue, vous enseignez à l'Institut des sciences politiques de Paris, vous êtes directeur du Centre de recherche politique, vous avez publié de nombreux livres sur le Front National. Le symptôme Le Pen, c'était en 1997, les croisées de la société fermée en 2001, le vote de tous les refus en 2003. Votre dernier livre est consacré aux présidentielles et aux législatives de 2007. Il s'intitule Le vote de rupture. Le nationalisme, aujourd'hui ? Le nationalisme aujourd'hui, ça n'est plus simplement une idée de droite. Le nationalisme irrigue et bouleverse le jeu politique entre la gauche et la droite. Et on retrouve, en particulier dès que la question européenne est posée, des coalitions qui troublent beaucoup le jeu et dans lesquelles on trouve aux côtés des électeurs du Front National, eh bien, des électeurs de gauche et d'extrême gauche. Donc la question nationale est aujourd'hui une question qui est une question transcourant idéologique français et ça perturbe d'ailleurs beaucoup la scène politique française. Erwan Lecoeur, vous êtes sociologue, vous avez beaucoup travaillé sur l'extrême droite, vous avez notamment publié un néopopulisme à la française, 30 ans de Front National, et vous avez dirigé la rédaction du dictionnaire de l'extrême droite. Alors vous, le nationalisme en 2008, vous avez étudié la question. Oui, le nationalisme en 2008, comme à peu près tout le temps, c'est une vieille affaire, une vieille histoire, c'est une forme de nostalgie des tribus d'antan et qui s'est donné un territoire au XIXe siècle. Voilà, cette nostalgie ressurgit quand des crises que nous ne comprenons pas ne nous permettent pas de répondre directement à la question. Et là, le nationalisme est une des formules tribales, je dirais, au sens sociologique ou anthropologique du terme, parmi d'autres, et elle connaît des états de montée et des états de redescente. On pensait qu'on en avait fini avec le nationalisme. Aujourd'hui, on sait qu'on n'en a pas tout à fait terminé avec cette formule-là. Thierry Mariani, vous êtes député UMP du Vaucluse, dans une circonscription où le Front National est bien implanté. En 97, vous aviez d'ailleurs contre vous Jacques Bompard, qui était alors le maire Front National d'Orange. À la suite de l'élection de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, vous avez déclaré « Grâce à Sarkozy, la droite n'a plus honte d'être la droite ». J'ajoute que vous avez donné votre nom à un amendement qui a fait couler beaucoup d'encre, dont on a beaucoup parlé ici. D'ailleurs, c'était au moment de la loi sur l'immigration, un amendement qui a été supprimé par le Sénat, c'était sur les tests ADN. Alors, pour vous, le nationalisme en 2008 ? C'est ni un gros mot, ni la solution à tous les problèmes, c'est une conviction, parmi d'autres. Et j'allais dire, c'est une conviction qu'on peut avoir chevillée au corps, tout en ayant à l'idée que ce n'est pas la seule solution pour résoudre tous les problèmes. Une petite parenthèse, mon amendement, il a été adopté. Mais le décret d'application doit sortir dans quelques jours. Il a été modifié par le Sénat. Il a été modifié par le Sénat. Excusez-moi. Malek Bouti, vous êtes membre du Parti Socialiste, secrétaire national aux questions de société. Avant cela, vous avez été président de SOS Racisme de 1999 à 2003. Le nationalisme pour vous ?
la meilleure et la pire des choses. La meilleure pour les peuples opprimés qui cherchent une nation. La pire des choses quand elle permet de désigner l'autre, de s'affronter aux autres pour cacher ses propres problèmes internes. Et on voit bien, nationalistes qui libèrent les peuples qui sont oppressés, nationalistes qui oppressent l'étranger, l'autre, et qui créent la guerre. Alors Marine Le Pen, vous incarnez aujourd'hui la relève du Front National, la jeune garde, certains disent le Front National moderne. Vous êtes beaucoup investi dans la campagne présidentielle en 2007. Je vous propose de vous retrouver à cette occasion. Vous êtes effectivement dans le documentaire de Serge Moati intitulé La prise de l'Élysée. Et on vous retrouve, d'ailleurs on va reconnaître Alain Soral qui est à vos côtés dans un café. On vous écoute tout de suite, Marine Le Pen. C'est qui ? Marine Le Pen. Allô. Oui, Martial, oui, Martial. Oui, je t'entends. Oui, ça se passe. Extrême droite, c'est ça? Pas bien, bien. Ah, je sais pas, je crois que c'était comme votre père, c'est pour ça. Ah, je pensais, excusez-moi alors, autant pour moi. D'accord, c'est quoi votre parti, madame? C'est le Front National. Ah ouais. Voilà, Front et National. Donc pas d'extrême droite. J'étais de la gauche, donc je sais pas ce que consiste le Front National. Eh ben, le Front National, ça consiste à faire tout ce que la gauche a promis et qu'elle n'a pas tenu. Mais alors, qu'est-ce que vous avez un problème avec l'extrême droite Oui, d'ailleurs, j'ai cru que je m'étais trompé de plateau, puis quand je vous ai entendu dire que c'était sur l'avenir du Front National, en fait, je m'étais pas trompé de porte. Oui, bien sûr, et vous savez très bien que ce terme d'extrême droite est éminemment péjoratif et qu'il est utilisé contre nous depuis des années dans ce sens péjoratif. L'extrême droite, c'est le racisme, c'est le nazisme, c'est le fascisme, c'est tout ce que n'est pas le Front National. Alors quand on veut stigmatiser un parti, on l'accuse d'être d'extrême droite. Donc moi je réfute totalement cette appellation d'extrême droite. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extrême dans le programme du Front National. Donc je récuse cette appellation. Je pense que nous défendons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nation, que face au mondialisme aujourd'hui, beaucoup découvrent d'ailleurs les bienfaits de la nation, les bienfaits, le caractère protecteur pour les peuples de la nation, et que, comme le disait M. Perrineau tout à l'heure, je pense que ça va bien au-delà, d'ailleurs, objectivement, des seuls adhérents ou militants du Front National, et qu'à ce titre, le Front National, qui aujourd'hui est le seul sur la scène politique à défendre cette idée de nation, a, à mon avis, un potentiel politique important. Et quand vous répondez à cette jeune fille, le Front National, c'est faire tout ce que la gauche avait promis, par exemple. On a l'impression que c'est une réponse que n'aurait pas fait ceux que j'appelais tout à l'heure la vieille garde du Front National. Non, parce que c'est vrai que cette jeune fille, dans son esprit, on a discuté après avec elle, en réalité, dans son esprit, la gauche, c'était le social. La gauche, c'était l'égalité entre les citoyens. Or, il faut bien admettre que depuis déjà de très nombreuses années, la gauche a tout trahi. A trahi l'ensemble des gens qui pensaient que, par l'intermédiaire, je veux dire, des idées de gauche, ils allaient défendre l'ascenseur social, ils allaient défendre l'égalité entre les citoyens. La gauche, c'est la promotion aussi de la discrimination positive, c'est-à-dire l'abandon, justement, de l'égalité entre les citoyens. Et puis, c'est devenu... voilà, un parti de défense des élites, quoi. Hein. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs objectivement la sociologie de l'électorat du Parti Socialiste pour s'apercevoir que cet électorat n'est absolument plus populaire. Et qu'il est vrai que le seul parti, en tout cas celui qui est le plus représentatif dans les couches populaires, c'est le Front National. Vous êtes d'accord quand Marine Le Pen dit que le programme du Front National aujourd'hui n'a plus rien d'extrémiste? J'ai pas dit n'a plus rien, j'ai dit n'a rien. N'a rien. Pardon, c'est vrai. La plupart des slogans du Front National sont des slogans qui étaient ceux du Front Populaire en 1936. Produisons français, luttons contre l'immigration, défendons la natalité française. C'est au programme du Front Populaire de 1936. Donc c'est plutôt le reste du politique qui a glissé incroyablement vers la gauche et l'extrême gauche. Pascal Perrineau. Vous avez des éléments dans le Front National qui restent des éléments qui appartiennent à la tradition qu'on appelle d'extrême droite. Il ne s'agit pas, en utilisant ces vocables, de stigmatiser. Mais il y a, qu'on le veuille ou non, dans la culture politique française, des permanences. Il y a bien une tradition de gauche, il y a bien une tradition de droite classique, il y a bien une tradition d'extrême gauche, il y a bien une tradition d'extrême droite. Et on retrouve en particulier dans une conception du nationalisme, qui est un nationalisme qui se pose en s'opposant aux autres, qui peut avoir une dimension d'exclusion. Hein. Quand on parle par exemple de toute la thématique autour de la préférence nationale, on n'est pas dans l'inclusion, on est dans l'exclusion.
de l'autre. C'est ça l'engros, hein. C'était un socialiste. Hein. Moi, je Excusez-moi, cherche. mais c'est ça l'engros. Bah oui, bien sûr. Mais vous avez eu dans les années 20 et les années 30, ça n'est pas un critère, de multiples hommes qui sont venus de la gauche, ils sont venus du Parti socialiste, du Parti radical et du Parti communiste pour Doriot, et ils se sont ralliés à un parti, le PPF, qui était un parti d'extrême droite. Donc bien sûr, il y a une fluidité sur la scène politique française, mais il y a bien des thématiques qui sont des thématiques qui appartiennent en effet à des courants. Et à cet égard, le Front National est un parti qui, au plan programmatique, a de nombreuses composantes qui étaient celles de ses antécédents dans les années 50, dans les années 30 et au-delà. Il y a une permanence, et c'est ce qui fait d'ailleurs aussi la force du Front National. Il s'enracine également dans une tradition. C'est pas un objet politique non identifié qui est arrivé complètement par hasard dans les années 70. Il suffit de regarder quand le Front National naît en 1972, les composantes qui participent à sa naissance. Eh bien, vous avez des composantes qui viennent des marges de la droite classique et puis de différentes familles qui composent l'extrême droite. La dimension, certains venaient du mouvement royaliste, d'autres venaient du nationalisme et même parfois du nationalisme révolutionnaire. Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, en a écarté certains quand, dans les années 70 et au début des années 80, il a voulu transformer son parti en parti plus présentable dans l'arc des forces démocratiques. Mais on voit bien qu'il y a des permanences et puis, bien sûr, également des nouveautés. Je voulais faire remarquer que dans l'Amérique de la présidence Obama, la préférence nationale existe. Elle existe aux États-Unis, hein, bien sûr. Il n'y a qu'en France qu'on la discute. Elle existe pratiquement partout, la préférence nationale, qui n'est pas une préférence raciale. C'est simplement que les citoyens qui payent des impôts dans un pays est privilégié par rapport à celui qui arrive et qui n'est pas de la nation. Il n'y a pas de dimension ni raciste, ni quoi que ce soit. C'est plutôt une dimension, c'est complètement cohérent avec la notion de citoyenneté. Aux États-Unis, il y a la préférence nationale et Obama ne la remet pas en cause. Excusez-moi, mais je suis absolument en désaccord avec ce que vient de dire M. Perrineau, qui, je crois, quand même présente le Front National pas tout à fait de manière très objective. C'est faux de dire que la défense de la nation que nous faisons est une exclusion de l'autre. Parce que lorsque nous défendons la nation française, lorsque nous défendons le peuple français, nous défendons toutes les nations du monde dans leur souveraineté, nous défendons tous les peuples du monde dans leur identité. Par conséquent, Jean-Marie Le Pen a déjà eu l'occasion de le dire, il a dit « je ne suis pas xénophobe, je suis francophile ». Que des hommes et des femmes politiques français défendent en priorité le peuple français, ce que je trouve aberrant, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes dans la classe politique trouvent ça aberrant. Ça devrait être tout à fait évident. Mais encore une fois, ça n'est pas contre l'autre, et lorsque nous défendons le principe même de la nation, de sa persistance et de la défense du peuple, je crois objectivement pouvoir dire que nous défendons l'existence, l'identité, la souveraineté de l'ensemble des nations du monde. C'est Mariani. Aux dernières élections présidentielles, il y a plus de 3 millions d'électeurs qui ont voté Le Pen. Il n'y a pas 3 millions de personnes qui sont à l'extrême droite. Je crois qu'historiquement, si on prend le vote extrême droite en France, jusqu'en 1984, c'est aux alentours de 3-4%. Aux dernières élections, c'était plus de 10%. Donc en réalité, je pense qu'il y a énormément de Français qui à un moment ont été déçus. Qui ont été déçus parce que les idées qu'ils souhaitaient défendre eh bien, étaient représentées par personne dans la classe politique. Et ce qu'on a retrouvé hier à droite, j'allais dire on le retrouve presque aujourd'hui à gauche avec l'extrême gauche. Pourquoi aujourd'hui, à mon avis, le Front National a baissé Peut-être parce que, comme vous le rappeliez, je pense qu'effectivement la droite aujourd'hui, c'est être une droite qui à la fois sait défendre les thèmes qui lui sont chers, tout en montrant une générosité, tout en montrant une adaptation à ce 21e siècle. Malik Bouti ? Non, mais je crois que d'abord, quand on passe beaucoup de temps à se justifier sur une chose, c'est qu'il y a quand même un problème sur le fond. Je veux dire, bon, il y a une histoire de l'extrême droite dans le XXe siècle qui a marqué l'humanité, c'est comme ça. Ça n'empêche pas d'ailleurs d'exister. Il y a eu toute la période de la Seconde Guerre mondiale, où je rappelle d'ailleurs que le parti s'appelait un parti national déjà socialiste. C'était déjà soi-disant pour faire mieux que la gauche. Monsieur Bouti, moi je ne vais pas vous laisser faire un amalgame entre le Front National et les nazis. Non, c'est pas ce que je Parce que je crois que ce serait vraiment, non, là en l'occurrence... Je peux parler de l'histoire sans faire une comparaison. Donc sinon j'aurais dit je fais une comparaison. Donc il y a toujours eu cette confusion. On est des thèmes sociaux, on s'occupe du peuple, etc. Et selon les périodes, il y a, et surtout dans les périodes de crise, une volonté de s'attaquer soit à la droite, soit à la gauche. Et on voit bien que là, maintenant, par exemple, en ce moment, il va y avoir obligatoirement une réorientation du Front National contre la droite en particulier, pour récupérer une partie de ses électeurs, et parce que aussi, avec la crise aidant, on sent qu'il va falloir des réponses fortes et qu'il y a une sorte de course de vitesse qui va s'engager entre une gauche d'un côté qui va chercher des réponses
et l'extrême droite qui, à mon avis, va ressurgir et chercher des réponses. Mais je crois qu'aujourd'hui, elle reste fondamentalement dans cette dynamique historique. Alors, ce n'est plus la même chose, ce n'est pas comparable, mais il y a quand même la recherche d'un programme où ce qui est l'essentiel, c'est de segmenter les sociétés, de trouver quand même, sous une forme, sous une autre, un bouc émissaire pour rassembler tout le monde autour de solutions peu ou prou autoritaires. Et ça reste quand même la logique d'extrême droite, qui n'est pas totalement convertie à la démocratie, qui pense qu'on peut utiliser la démocratie, mais qui n'est pas convertie à la démocratie, qui reste axée sur une certaine idée des sociétés et qui a besoin de son bouc émissaire. Le bouc émissaire change selon la période, mais il y a toujours besoin d'un bouc émissaire. Les mêmes dynamiques font une certaine continuité historique de l'extrême droite. Monsieur Boutty, la démocratie, chiche. Monsieur Mariani, la démocratie, chiche. La proportionnelle intégrale. Faites-le. Ni l'un ni l'autre, ni vos partis respectifs n'ont jamais voulu permettre au peuple français d'être représenté dans toutes ses composantes et notamment à l'Assemblée nationale. Vous avez verrouillé les modes de scrutin parce que vous voulez le bipartisme en France. Parce que vous vous aimez bien, somme toute. Vous aimez bien vous bagarrer l'un contre l'autre parce que c'est une fausse bagarre. Vous êtes tous les deux dans des partis qui sont mondialistes. Vous êtes tous les deux dans des partis qui avaient défendu une Europe de Bruxelles qui est en train de détruire l'économie, l'identité française. Mais surtout, il ne faut pas que les électeurs du Front National soient représentés à l'Assemblée. Alors, pas de leçon de démocratie tant que, en France, en 2008, dans la patrie qui est censée être celle, qui donne des leçons de morale à la terre entière, il y a des pans entiers des Français qui ne sont pas représentés. Alors, chiche la démocratie. Moi, avec grand plaisir. C'est un débat je vais vous dire, objectivement, sans problème. C'est un débat qui ne me gêne pas. D'ailleurs, vous pourrez rappeler que vous avez des élus dans les conseils régionaux, élus à la proportionnelle. De haute lutte, et ça va peut-être changer, M. Mariani. Non, on va peut-être faire un petit mode de scrutin pour squeezer les... Je vous rappelle qu'en tout cas, en 86, la gauche avait fait une part de proportionnelle et vous avez eu un groupe à l'Assemblée nationale à cette époque, je me trompe pas? Vous en êtes bien mordu les doigts et depuis ça a été terminé. Alors à chaque fois donc non mais je veux dire c'est le cas aujourd'hui. Mais c'est pas normal, M. Boutty, oui ou non, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non, moi je suis favorable, personnellement je suis favorable à ce qu'il y ait une représentation. Maintenant, il faut une représentation tout en ayant une stabilité de système politique. Mais je suis favorable à une représentation. Mais être favorable à une représentation n'empêche pas qu'il y ait un discours et une volonté politique d'affronter, de mettre clairement les programmes à nu. Et donc, c'est pas parce qu'il y a un débat démocratique qu'on peut considérer qu'un certain nombre de forces sont converties fondamentalement à la démocratie. Définir la démocratie. Erwan Lecoeur, après on verra justement, on parlera des programmes ou en tout cas des valeurs. Sur ce débat de extrême droite, etc., j'ai toujours tendance à commencer par regarder d'où viennent les gens qui fondent un parti et quelles sont les premières idées qui font ce parti, et ne regardez pas exactement ce qu'est ce parti aujourd'hui. Évidemment, si on c'est pourtant le sujet de ce débat. C'est le sujet de ce débat, et c'est pour ça que le Front National est un objet politique assez étrange dans la vie politique française, puisqu'il a, comme le rappelait Pascal Perrineau, comme d'autres chercheurs l'ont toujours observé, rassemblé des gens qui n'avaient pas grand-chose à voir ensemble, des gens qui étaient en effet issus de l'extrême droite la plus dure, Ordre Nouveau, Occident, des groupuscules, des gens extrêmement violents. Vous les avez récupérés depuis, c'est ça? Oui, certains sont repassés par là-bas et sont revenus par chez vous. Là, vous parlez de l'UMP, vous parlez pas d'Erwan Lecoeur. Non, je parle à M. Mariani. Il a compris d'ailleurs. Monsieur Mariani. Terminé, Erwan Lecoeur. Donc c'est Ordre Nouveau qui fonde le Front National, qui dit on va mettre Le Pen à la tête du Front National, qui le récupère en 73 à la suite de Rix dans la rue, etc. Cette époque est troublée et on appelle ça extrême droite, Madame Le Pen, vous le savez, par commodité de langage d'une part, et aussi parce qu'aujourd'hui on appelle ça extrême gauche quand les gens remettent en cause le système. Et d'une certaine façon, si le Front National est bel et bien l'extrême droite depuis longtemps, c'est parce que les extrêmes ont cette particularité dans le jeu politique français mais international de remettre en cause le système tel qu'il est. L'extrême droite date en gros d'après la Révolution française, selon la répartition dans une assemblée en circonférence. En gros, c'est les contre-révolutionnaires. Et d'une certaine façon, ce que vous conservez de cette époque, à travers les époques, et vous pouvez aller prendre des gens qui sont contre le système, mais tout à fait de l'autre côté du champ politique, ce qui est conservé, c'est une forme, et je le disais en introduction, de nostalgie d'une idée qui est celle de la nation et d'une certaine nation. Et cette nation-là, elle a traversé les siècles. Au 19e siècle, c'était la gauche qui était nationaliste. Au 20e, c'est la droite qui l'est devenue. Aujourd'hui, ça a été vous, et peut-être demain, ce ne sera plus tout à fait vous qui serez les plus nationalistes. On peut le voir, l'alternationaliste de votre ami Martinez, par exemple, c'est une des idées qui court le monde. Donc ce qui fait, au fond, l'appellation d'extrême droite, c'est le régime du Front National, créé par des gens qui sont d'extrême droite et qui le reconnaissent. Et aujourd'hui, le Front National, avec ses 11, 12, 13, je ne sais plus combien de tendances extrêmement diverses, et avec des visions du monde très différentes, alors évidemment, c'est compliqué de dire le Front National, c'est seulement ça. Parce que c'est un peu une auberge espagnole, avec un grand chef, un Manitou, votre père, Madame Le Pen, qui a tenu ce parti pendant plus de 30 ans maintenant.
Et l'extrême droite va être l'extrême droite qui s'en va d'ailleurs un peu du Front National par petits groupes, par petits pans, et laisse un peu de place à de nouveaux arrivants, ne se reconnaît plus tout à fait dans le Front National. Et l'extrême droite en France, c'est 2 à 3%, pas plus, hein, historiquement. Le Front National, ça a été jusqu'à 15% des... jusqu'à... oui, enfin 12% des inscrits, ce qui fait environ 17 des expulsions. Si je peux faire une petite remarque au sociologue, quand il dit quand même que, allez, au début, c'est au moment de la Révolution française, l'extrême droite, c'est les réactionnaires. Il vient de tout à l'heure dire que la nation, c'était tribal. La nation, c'est l'invention progressiste de la Révolution française. Donc aujourd'hui, vous êtes un réactionnaire. Tout à fait. Merci. Si vous voulez. Alors, puisque vous en parlez, justement, on se souvient d'un discours. Je l'ai été jusqu'au début du XXIe siècle. C'est bon, j'ai entendu la réponse. Justement, on se souvient d'un discours dont on a dit que vous étiez l'auteur, d'ailleurs, en tout cas l'un des auteurs. L'un des auteurs, le président. Le fameux discours de Valmy, prononcé par Jean-Marie Le Pen au tout début de la campagne présidentielle, en septembre 2006. On va réécouter, parce qu'à ce moment-là, justement, rappeler les origines révolutionnaires de la nation. De la nation en avait étonné plus d'un. On regarde, c'était la façon dont ça avait été raconté par le 20h de France 2. Qu'est-ce que vous insistiez sur quoi? Vous vouliez rappeler quoi tous les deux avec ce discours de Valmy qu'on vous attribue, hein, dont on se dit ça n'aurait pas eu lieu quelques années avant, ça. Il faut bien l'écouter le discours, parce que dans le discours, Le Pen dit de la France, je prends tout. Tout ce qui fait la grandeur de la France, et Louis XIV, et Napoléon Ier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à choisir si la France existait avant la Révolution ou après. Elle existe et avant et après, et en réalité, il y a une continuité. Parce qu'en même temps, ce discours pouvait couper de l'extrême droite monarchiste, par exemple, à laquelle faisait allusion. C'est un discours d'union sacrée autour de la nation. Il ne faut pas oublier que Maurras a réconcilié la monarchie et la nation. Faut pas oublier. Union sacrée, c'est bien ça. Donc on a bien un problème avec cette extrême droite. Vous n'êtes plus finalement l'extrême droite si vous dites que la République est une bonne chose, puisque l'extrême droite considérait que la République était une gueuse. Hein, et qu'elle n'avait... Voilà, c'était très longtemps, ça a été la gueuse. Très longtemps. Jusqu'aux années 80 quand même. C'est pas si loin. L'idée fondamentale, et c'est un peu l'idée qui est passée d'ailleurs par l'intermédiaire des politologues, sociologues de tout poil, par le biais des médias, c'était l'idée de mettre en opposition les républicains d'un côté et les nationaux de l'autre. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant des années, un certain nombre de gens bien pensants ont dit le Front National est hors du cercle républicain. Or, il est évident que ce discours était la réconciliation de ces deux concepts, au motif que moi, liberté, égalité, fraternité, non seulement je reconnais ces valeurs, mais très objectivement, je m'aperçois que le système, puisque vous parliez de ceux qui luttent contre le système et de ceux, j'allais dire, qui se vautrent dedans, eh bien, ceux qui se vautrent dans le système, en l'occurrence, ont totalement abandonné ces valeurs-là. Aujourd'hui, quand j'entends les jeunes UMP faire une grande campagne pour la discrimination positive, c'est la disparition du principe que les hommes naissent égaux. Puisque par définition, en fonction de la naissance de certains hommes, en fonction de caractéristiques ethniques, raciales, religieuses, territoriales, certains auront plus de droits que d'autres. Eh bien moi, cette égalité, j'y tiens. Voilà. La fraternité, moi je la comprends entre les citoyens français. On a voulu l'agrandir en disant on va faire la fraternité avec les citoyens du monde entier, moyennant quoi la fraternité entre les Français, on n'est même pas capable de la mettre en place. Quant aux libertés, permettez-moi de vous dire qu'elles se réduisent comme peau de chagrin et que par conséquent, le moins qu'on puisse dire, c'est que le système n'a pas réussi à préserver ces valeurs dont je tiens à dire que ce sont les valeurs de la République française, parce que le terme en lui-même République, hein, la République islamiste ou la République démocratique de Chine, c'est pas tout à fait la même chose, voyez-vous. Hein, voilà, c'est pas ces valeurs-là que je défends, moi. L'universalisme français, nous. Thierry Mariani, les jeunes de l'UMP font la publicité pour la discrimination positive, et vous êtes d'accord ? D'abord, je crois qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur la nation. La nation, elle appartient à tout le monde, elle appartient à tous ceux qui veulent s'en réclamer. Du Parti communiste au Front National, j'allais dire bienvenue au club. Alléluia. Voilà, et après tout, moi j'estime être... je suis attaché à la nation, comme je pense vous l'être, comme je pense au Parti socialiste, on peut l'être. C'est comme l'amour, hein, vous savez. Deuxièmement, sur la discrimination positive, oui, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, mais certains ont peut-être un peu plus de chance ou un peu plus de moyens au départ que d'autres. Qu'est-ce qu'on propose? Il ne s'agit pas de faire une sélection sur la base de la race, de la religion, de la couleur de peau. Il s'agit simplement de dire que peut-être, qu'on soit blanc ou noir, quelle que soit notre religion, ben, des fois on peut venir d'un milieu, peut-être on a un peu moins d'opportunités.
et que quand on est dans un lycée, par exemple, de Seine-Saint-Denis, on a peut-être un peu moins de chance que quand on est dans un lycée des beaux quartiers de Paris. Et que si par moment, pas du tout sur la base de la couleur, pas du tout sur la base de la religion, on dit simplement à certaines personnes, vous avez peut-être un peu plus de moyens pour rétablir cette égalité, c'est pas si mauvais que ça. Monsieur Mariani, vous savez très bien que la discrimination positive telle que vous la défendez et telle qu'on en parle, il faut arrêter d'être hypocrite. Quand je vois ce qu'on elle fait est par à exemple destination. dans les lycées, de banlieue, je trouve que c'est plutôt une réussite. On ne fait pas une discrimination positive sur la base de la couleur de peau. Il y a combien de pourcents d'enfants, il y a combien de pourcents d'ouvriers à l'Assemblée nationale? Il y a combien de pourcents d'enfants d'ouvriers dans les grandes écoles? Et ceux-là, ils ne peuvent pas bénéficier de la discrimination positive? Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment que non, et vous Madame savez Le bien. Pen, qu'est-ce qu'on fait justement avec ce programme lycée réussite dans certains... Faites donc de la discrimination positive avec les jeunes de Navarre. Parlez pas tous en même temps, sinon vous entendez plus. L'égalité sociale, tout Malek Bouti avait demandé la parole. Vous n'êtes pas seul sur le plateau, je veux dire, on peut aussi... C'est comme la nation, il faut partager le droit de parole. Voilà, je veux dire, je le répète, je pense que quand aujourd'hui, concrètement, on donne un peu plus de moyens, un peu plus de chances à des jeunes qui viennent de lycées défavorisés, eh bien je ne vois pas en quoi aujourd'hui on met en péril l'équilibre national. Eh bien ça veut dire que vous n'avez pas intégré ce qu'était justement l'égalité républicaine. M. Mariani, est-ce que vous dites est assez inquiétant? Malek Bouti, on ne va pas faire un débat sur la discrimination positive. On va d'autant faire moins de débats sur la discrimination positive que ça n'existe pas encore, donc on a déjà assez de sujets. Mais vous disiez par exemple que l'extrême droite est devenue républicaine. Pourquoi pas, on peut l'entendre. Donc on va prendre un des fondements de la République, le droit du sol. C'est-à-dire le fait que quand vous êtes un enfant d'étranger et que vous naissez en France, vous devenez français. Mais où vous avez vu que c'était un fondement de la République Je crois que c'est un fondement de la République. Vous croyez, vous? Je crois que c'est avez décidé une des dimensions de la nation moderne. Une combinaison des deux, droit du sol, droit du sang. Bon, d'accord. Donc en fait, c'est pas la République qui vous intéresse. C'est vous déjà, vous voyez, à la première question, vous êtes déjà entré. Ah non, c'est vous qui dites qu'en 1789, on a posé le droit du sol, c'est faux. Historiquement faux. Excusez-moi, un problème de culture en général. Évidemment, par exemple, tous les soldats qui ont combattu pour la République ont eu le droit de devenir des citoyens français. Voilà. Par exemple, des étrangers qui sont devenus français comme ça. Donc, en fait, il y avait déjà un élargissement, il n'y avait plus le droit du sang stricto pour les faire combattre en réalité. Ouais, pour les faire combattre. Oui, non, mais d'accord. C'était pas pour les remercier d'avoir combattu, c'était pour leur permettre de combattre. Est-ce que vous êtes favorable en tant que républicain, nationaliste, à ce que les enfants d'étrangers qui naissent en France deviennent citoyens français? Non, moi je suis. C'est une question concrète. Ça. Non, mais moi je vous dis très clairement. Je pense que vous posez mal le problème. Hein. Oui, non, non, alors, le vrai danger pour un Français d'origine immigrée, c'est l'immigré clandestin. C'est une évidence. Non, c'est pas cette question que je pose. C'est évident que ça, les bobos ne s'en rendent pas compte. Les gens de l'immigration le savent très bien. Un enfant d'étranger né en France devienne français. Monsieur Malek Bouti, je vais vous répondre s'il le mérite. Parce que nous considérons que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Et nous pensons que le simple fait de naître, peut-être d'ailleurs par le hasard de l'histoire familiale, sur un territoire, ne vous donne pas, ou n'a pas vocation, ou ne devrait pas donner vocation, à acquérir automatiquement la nationalité française. Déjà, vous êtes un peu mais nous ne sommes pas les républicain. seuls, je vous signale. Parce il me semble qu'un certain nombre de... Il me semble qu'un ministre UMP avait soumis le problème, notamment pour les dom-toms. Parce que ce qui était bon pour les dom-toms n'était pas bon. Oui, d'ailleurs, ce qui prouve là aussi que la République indivisible, ça n'a pas bien été intégré non plus par l'UMP, parce qu'il voulait faire supprimer le droit du sol à Mayotte, le supprimer en Guyane, mais le conserver en métropole, ce qui était évidemment une aberration. Avec l'UMP, mais là, je vous ai posé une question vraiment d'une simplicité biblique. Mais je vous réponds vous êtes pour avec, je crois, une simplicité biblique. Donc non. Je vous dis, je pense que la nationalité française doit s'hériter ou se mériter. Ça veut dire qu'il peut tout à fait y avoir des naturalisations, bien entendu, mais que le simple fait de naître sur le territoire français ne devrait pas donner automatiquement le droit. Pourquoi, monsieur Bouti? Mais parce que c'est un appel d'air considérable à l'immigration. Qu'est-ce que vous répondez, vous, comme solution? Qu'est-ce que vous donnez comme solution à ce qui se passe à Mayotte et en Guyane, où le taux d'immigration clandestine est tel qu'on est au bord de l'explosion sociale et même peut-être de l'explosion tout court en permanence? Vous n'avez aucune solution à cela. Parce que tant que vous ferez croire à des clandestins qu'en venant en France, en violant la loi française, en se maintenant sur le territoire français, ils ont une chance, grâce au gouvernement de Nicolas Sarkozy, d'être régularisés. Et tant que vous ferez croire à ceux qui sont en situation légale qu'ils pourront obtenir la nationalité française, eh bien il y aura un appel d'air à destination des immigrés qui viendront alors que nous n'avons plus rien à leur offrir. Je ne vous ai pas parlé de clandestin, je vous ai posé une question. Un immigré régulier, installé en France, un enfant, est-ce que cet enfant
par le droit du sol, peut devenir français. Pas automatiquement. Voilà. C'est tout. Donc on parle pas de clandestin. Et c'est pareil Mais partout. pourquoi faut-il échapper? Vous pensez, vous, que tout le monde a est-ce qu'on envie peut d'échapper avancer, à sa nationalité? Pardon? Vous pensez que chaque pas étranger... spécifique à la Vous France, savez, hein, monsieur ça. Bouty, il y a des étrangers qui sont très fiers de leur nationalité Ben, je le sais et qui bien, n'ont pas du tout envie que leurs enfants aient la nationalité française. Bien sûr, et mais vous, la vous loi leur considérez- permet de pas devenir français, ouais. Monsieur, vous Absolument. considérez que tout étranger a par définition envie d'échapper à sa nationalité d'origine? Non, Eh bien, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont attachés à leur nation dans toutes les nations du Et vous monde. voyez, je viens Voilà. de démontrer que vous avez un problème sur cette question. non, on n'a pas Vous n'avez absolument pas- vous pas. n'êtes pas convertis comme des républicains. Et alors vous, On n'est pas dans la grille de lecture C'est de un politique concept qui correcte. n'existe pas. sur une question Thierry aussi Mariani simple que n'avait ça, pas l'air vous avez un problème. pas l'air d'être d'accord non plus. Je vous propose qu'on avance tout de même. La République n'est pas égale à droit du sol. J'imagine que ce sujet va revenir tous les avant la pays fin du de monde, l'émission. Donc en septembre, on a cru comprendre à la suite d'une interview dans Valeurs Actuelles que Jean-Marie Le Pen envisageait de quitter la présidence du Front National d'ici 2010. Si je me souviens bien, je ne sais pas. Toujours est-il, je le disais tout à l'heure, on sait qu'environ 3/4 des sympathisants du Front National, c'est pas les militants, hein, mais les sympathisants, vous verrez bien lui succéder. Je vous propose de regarder la façon dont on a fait le bilan de Jean-Marie Le Pen à cette occasion, au moment où il a donné cette interview. C'était sur le 20h de France 2, ce qui va nous permettre de voir peut-être en quoi vous êtes différente d'ailleurs. Un reportage d'une très grande objectivité. Mais il je faut vous, bien le dire. vous invite immédiatement à le critiquer si vous l'estimez Non, mais par nécessaire. surprise. Le Il était au deuxième tour par crépuscule du surprise. vieux chef, enfin je veux dire, tous les termes qui sont employés sont très majoratifs, il faut et C'est très objectifs. une dramaturgie assez Oui, non, faut coutumière savoir, on a l'habitude, des objectivement. journaux télévisés. On a l'habitude, ça nous fait presque plus rien. Erwan Lecoeur. Et une dramaturgie assez coutumière du Front National. Le vieux chef, c'est quand même quelque chose qui circule beaucoup au sein même du Front National, chez les militants. Et quand j'ai fait des entretiens avec eux, c'est comme ça qu'ils en parlaient aussi. Et ils parlaient de vous comme de la fille du chef, quand même, d'une certaine façon. On revient un petit peu à la question. On revient un petit peu, mais c'est Jean-Marie Le Pen qui lui-même, qui s'appelle Nabucodonosor, le diable, et qui joue au diable d'une certaine façon. Et il a sans doute bien raison, c'est ce qui a fait sa spécificité dans le champ politique français de la fin du XXe siècle. On revient toujours à cette question d'une certaine façon qui est au fondement de à peu près toutes les sociétés, qui est les clans, les tribus et la nation. Au départ, et la famille, pardon. C'est pas la même chose, la tribu. Ah, je vous remercie. Donc en effet, on a la Tout à l'heure, vous aviez famille le contraire. élargie, puis clan qui se compose en différentes tribus, par l'alliance notamment. C'était tribal, la nation. Et puis ensuite la nation Avançons. qui est une invention. Et le Front National, on le voit bien, est ce qu'on a appelé en sociologie politique un parti famille. C'est-à-dire d'abord parce que c'est un parti dans lequel les militants se sentent inclus comme dans une famille, un peu comme dans le Parti communiste français pendant très longtemps. Bernard Pudal a écrit des choses intéressantes sur ce sujet. Et les militants se sentent inclus dans cette famille frontiste. Au-delà de ça, il y a aussi la figure du chef, du patriarche, de Jean-Marie Le Pen, qui donne aussi ce côté famille, voire tribu. Voilà. Ensuite, il y a la lignée. Et on le voit bien depuis à peu près 10 ou 15 ans que tout le monde, tous les journalistes parlent de la succession de Jean-Marie Le Pen et qu'on a vu après 2002 apparaître Marine Le Pen, qu'il s'agit bien d'une lignée, d'une tribu avec une lignée Le Pen, avec la fille. Alors, il n'y a pas ça chez les Sarkozy, il n'y a pas ça au PS avec Hollande et Ségolène, ça n'existe qu'au Front National, bien sûr. Étonnamment, il n'y avait pas ça. Et Madame de Panafieux n'est pas la fille de Nissoff. Il n'y a pas de Il n'y avait pas ça. Et vous avez raison, très récemment, un président de la République a transformé cette chose et a fait ça aussi. Mais au Front National, ça a été beaucoup plus visible. Et pour voir, quand on voit Marine Le Pen à la télévision, ce qu'il y a de bien, c'est que justement les téléspectateurs qui ont longtemps vu son papa voient Marine Le Pen et font ce que j'appelle le jeu des 7 différences. C'est-à-dire, on aime voir Marine Le Pen à la télévision parce qu'on regarde en quoi Marine Le Pen ressemble ou diffère de son père à la télévision. C'est vrai, moi je joue à ça avec Martine Aubry, j'ai joué ça moi. Ben voilà. J'ai regardé Martine Aubry et j'ai cherché les 7 différences qu'il y avait avec son père. Sauf que la ressemblance physique, vous l'avez beaucoup mieux réussi finalement avec votre père. Il y a pas de Alors, dynastie justement, Debré. pour faire les différences, vous avez souligné une différence. Vous avez dit que vous n'aviez pas la même vision de la Seconde Guerre mondiale que votre père, Marine Le Pen. Voilà. Mais moi, ma question, c'est que Jean-Marie Le Pen, si on peut faire le bilan de sa carrière, c'est qu'il n'a jamais eu le pouvoir et qu'il n'a jamais appartenu à aucune majorité qui a eu le pouvoir. Est-ce que c'est avec ça que vous avez décidé, vous souhaiteriez rompre? Excusez-moi, et qu'il est en politique depuis 50 ans. C'est un cas unique. Je veux dire, c'est extraordinaire quand même que le Front National, qui passe son temps à dénoncer les politiciens professionnels, ait à sa tête quelqu'un qui est certainement celui qui a la plus longue carrière politique dans ce pays.
Il était député en 56, si ma mémoire est bonne. Je sais pas, vous voulez en venir où? Franchement, quand vous êtes toujours en train d'appeler au renouvellement, au changement, c'est extraordinaire. Si quelqu'un à droite ou à gauche était à un titre ou à un autre responsabilité politique depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on entendrait dire? Non mais il n'est pas aux responsabilités, il est dans l'opposition. Excusez-moi, ça change un petit peu les choses quand même. J'étais en train de dire qu'il n'avait jamais eu le pouvoir. Quand on est responsable d'un parti politique, on est quand même aussi en situation de responsabilité à un moment de défendre des idées, de les représenter les électeurs. Excusez-moi, M. Mariani, je sais que la démocratie c'est un concept assez flou, mais est-ce que éventuellement les adhérents du Front National ont le droit de choisir leur chef? Bien sûr. Bon, mais citez-moi un autre parti. Figurez-vous que ça fait 50 ans qu'ils trouvent que c'est très au bout bien. de 50 ans, ils ont compris quand même qu'il fallait changer. Mais M. Mariani, vous vous intéressez beaucoup à la situation, donc vous conseillez aux électeurs du Front National pour reprendre à nouveau la vigueur d'antan de... Bon, écoutez, essayez donc de mener leur barre. C'est le cure d'être président du Front National. Je ne sais pas si vous remarquez, vous ne pouvez pas sortir au bistrot tranquillement sans risquer de vous faire insulter ou emmerder. Je veux dire, à la limite, est-ce qu'il y a tant de gens que ça qui veulent faire le boulot d'assumer l'opposition nationale? C'est quand même pas une sinécure. Avançons justement sur les différences. Vous soulignez tout à l'heure le côté républicain. On a cru comprendre qu'il y avait un côté altermondialiste par rapport à Jean-Marie Le Pen, internationaliste, qu'on qualifiait à une époque de réganien, de néolibéral. Est-ce que ce sont des différences? Je vous pose la question, je ne vous l'affirme pas. Non mais vous savez, le monde a changé, M. Tadei. Par conséquent, ce qui est inquiétant, ce sont à la limite les partis politiques qui ne s'adaptent pas au changement du monde. Le monde a changé entre les années Reagan et aujourd'hui. Il y a un événement majeur qui est intervenu, progressivement certes, mais qui aujourd'hui pèse quand même très lourd, c'est le mondialisme. Voilà. Et il est évident que ce mondialisme, nous le considérons comme un élément absolument destructeur des peuples et des nations. Et ce mondialisme, il réunit en son sein des gens aussi différents, j'allais dire, enfin aussi différents si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'en réalité, si on gratte un peu, que M. Bouty et M. Mariani. Donc que le Front National, si vous voulez, ait tenu compte de ce mondialisme, de ce nouveau totalitarisme du XXIe siècle, c'est tout à fait naturel. Je vois pas ce qu'il y a de choquant. Ça ne me choque pas. Je vous pose la question. Jean-Marie Le Pen, j'avais entendu dire, d'ailleurs, un jour on avait dit « Ah, Jean-Marie Le Pen, c'est incroyable, il n'a jamais voulu du pouvoir. » Comme si on lui avait proposé tous les 4 matins. Vous savez, tous les matins, on va dire à Jean-Marie Le Pen « Vous voulez du pouvoir ?» Il dit « Ah non, non, pas aujourd'hui. » Moi j'ai dit il ne l'avait jamais eu. Oui, non mais d'accord, mais il l'a jamais eu parce qu'il n'a jamais voulu se compromettre avec des gouvernements dont il pensait qu'ils faisaient une politique exactement inverse de la sienne. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Ces gouvernements-là ne le lui proposaient pas non plus, vous êtes d'accord? Il y a eu un moment donné, excusez-moi, où il y a eu quand même un certain nombre d'accords qui ont été passés avec aujourd'hui, enfin pas l'UMP, mais l'ancien RPR. Non mais dites, me regardez pas avec des yeux comme ça. Sur des élections locales, oui. À côté, vous avez quelqu'un qui fait oui, bon, je suis quand même pas folle, j'ai la mémoire courte, mais tout de même. Bon. Pour les régionales de 86, voilà, exact. bon, d'accord. Mais aujourd'hui, donc ça n'est pas le cas non plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut bien admettre que Nicolas Sarkozy, qui s'est fait élire, disons-le clairement, en faisant sonner aux oreilles des électeurs du Front National toute une série de mots, de concepts, d'idées qui leur étaient très nationaux familiers. Républicains comme slogan. Le drapeau claqué, bleu, blanc, et Ségolène rouge, aussi, etc. et Bayrou aussi. La sécurité, l'arrêt de l'immigration. Et la nation. Bon, aujourd'hui, il est en train de faire exactement l'inverse. Donc tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait des gens qui avaient été déçus de la droite. Permettez-moi de vous dire que je pense pouvoir vous prophétiser qu'il va y en avoir un certain nombre dans les semaines, dans les mois à venir. Pascal Perrineau. Oui, moi je crois qu'on parle beaucoup du parti du Front National, du programme du Front National. C'est important, mais ça n'est pas essentiel, parce qu'on ne serait pas là ce soir s'il n'y avait pas, pendant 25 ans, des millions d'électeurs qui aient été aux urnes des élections locales, aux élections nationales, votés pour Jean-Marie Le Pen et pour les candidats du Front National. Or, comme le disait Marine Le Pen, il faut être sensible à ce qui change. En 2007, quelque chose a changé. Jean-Marie Le Pen allait de succès électoraux en succès électoraux, 15% en 88, plus de 15% en 1995, plus de 17% en 2002, et patatras, en 2007, il y a eu une déstructuration électorale de premier ordre du Front National. C'est-à-dire qu'il y a eu un épuisement électoral d'une dynamique qui a été exceptionnelle, parce que pendant 25 ans, cette dynamique a bouleversé les rapports entre la gauche et la droite, et ça a été la grande nouveauté du système politique. Mais alors, comment ça s'est passé? Pourquoi? Comment ça s'est passé? Ça peut peut-être aussi revenir, si vous voulez bien. Ça n'a jamais été aussi Laissez-moi terminer. Et ensuite, je vous écouterai avec beaucoup d'attention. Je crois qu'il y a eu pour la première fois, au sein de l'espace des droites en France, un candidat, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, qui a
parler aux électeurs du Front National. D'autres avaient tenté dans le passé, Charles Pasqua, Philippe de Villiers, et ils n'y étaient pas parvenus. Sarkozy est parvenu à se faire entendre par des électeurs du Front National et à déceler le môle des électeurs du Front National. Et il y a eu à la fois le premier tour de la présidentielle, puis après le second, puis après aux législatives. C'est vertigineux. Il faut rappeler tout de même que le Front National passe en dessous de 5% aux législatives. Et que quelques mois après, en pleine crise de popularité de Nicolas Sarkozy, au municipal, il ne parvient pas à remonter. Donc on a atteint là une crise d'ampleur. Alors cette crise d'ampleur, elle est due à quoi? Elle est due à la crédibilité de Nicolas Sarkozy dans l'espace des droites, mais aussi d'autres. Il faut savoir, quand vous regardez en détail, que la gauche même a récupéré des électeurs du Front National. François Bayrou a récupéré des électeurs du Front National. Certes, le grand prédateur, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une usure. Vous voyez, c'est pas un jugement de valeur, il y a une usure du Front National. Quand vous êtes... Ben oui, mais enfin, peut-être que le Front National, quand on regardait le discours de Valmy, vous singiez aussi peut-être d'autres types de discours. Vous voyez, oui, mais on était nationaux républicains. Tout le monde singe toujours des thématiques dans la concurrence électorale, et c'est, j'allais dire, c'est de bonne guerre. Donc là, il y a en effet quelque chose qui s'est passé, et il y a une usure de la protestation. Il y a une usure de la protestation. 25 ans de protestation sans débouché de pouvoir. Au bout d'un moment, les électeurs, même les plus protestataires, se disent « mais à quoi ça sert tout ça ?» Et donc, ils vont vers l'abstention ou ils vont vers d'autres candidats. Et c'est la grande nouveauté de la présidentielle de 2007. D'autres candidats qui ont réinséré la protestation dans une culture de gouvernement. Parce que tout de même 2007, c'est étonnant. Le thème protestataire, allez, Sarkozy y va, Ségolène Royal y va, même François Bayrou, représentant de cette gentille famille centriste de tradition démocrate chrétienne, il fait une campagne mais hyper protestataire. Donc on voit bien que là, au fond, Jean-Marie Le Pen a eu du mal à tenir par rapport à cette nouvelle concurrence et par rapport à cette usure qui était inévitable. Ça a duré 25 ans c'est beaucoup. Et là maintenant vous avez un processus en effet de reconquête contre lequel le Front National aura beaucoup de mal à réagir. Alors il y a deux manières de réagir. Il y a réagir à l'ancienne, c'est rester sur un créneau protestataire un peu scandaleux, qui était celui parfois que Jean-Marie Le Pen a utilisé, en se disant mais en étant complètement hors du système, je parle aux gens qui se sentent eux-mêmes hors du système social, hors du système politique. Et puis il y a ce que tente peut-être Marine Le Pen ou d'autres leaders du Front National, qui est quelque part présenter un autre type d'organisation, de discours, plus lisse, sans aspérité, etc. Ça n'est pas sûr que ça réussisse, parce que, attendez, en 2007, ce discours dans la campagne a eu beaucoup plus de place qu'en 2002, qu'en 1995 et en 1988, et ça s'est traduit par un échec. Oui, c'est ça. Parce que Sarkozy tous les extrémistes sont Donc, partis chez Sarkozy. Et on comprend bien qu'au sein du Front National, on comprend bien qu'au sein du Front National, il y a un véritable débat. Enfin, écoutez, parce qu'il n'est pas évident que, si vous voulez, la stratégie de respectabilité soit si efficace que cela en termes électoraux. Réaction d'Alain Soral. Je voudrais essayer de mettre un peu de concept. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition nationale à quoi? Au mondialisme libéral. Il y a deux formes de mondialisme libéral. Il y a le mondialisme économique et puis il y a la Libye droit de l'homiste. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le libéralisme? C'est la libre circulation des marchandises, des capitaux et des travailleurs. Et monsieur travaille à la libre circulation des travailleurs par la régularisation des sans-papiers. Et en fait, il y a une connivence. Vous parlez de Malik Boutil. Oui, bien sûr, il est dans cette logique-là. Les droits de l'homme au service du mondialisme financier. Et aujourd'hui, quand on fait cette analyse sérieuse, c'est-à-dire qu'il y a la Libye humaniste et le fonctionnement du capitalisme financier, c'est-à-dire ce qu'on appelle le système, l'UMPS, et ben, le Front National essaye de produire une conceptualisation de ce qui est une opposition cohérente, et ça s'appelle une opposition nationale à ce système mondialiste qui est à la fois financier et à la fois droit de l'homiste. C'est les sans-papiers et le capitalisme financier, je le redis, c'est libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs en fonction des besoins bien sentis du marché. Tous ces gens-là sont complices de ce système et nous nous y opposons. Donc nous avons essayé de faire monter le niveau de conceptualisation de ce discours d'opposition cohérent. C'est tout. Voilà. Pour le reste, là, c'est... Malik Boutil. Moi, je vais essayer de donner mon regard. D'abord, premièrement, sur Jean-Marie Le Pen. Objectivement, pour ceux qui suivent la vie politique française, indéniablement, c'est un des hommes politiques les plus talentueux de la deuxième partie du XXe siècle en France. Sa carrière, sa capacité... Bon, mais il sera difficilement remplaçable, c'est une vérité. C'est peut-être même un gâchis pour lui, finalement, cette carrière politique non aboutie. Mais c'est comme ça, on doit du respect pour les gens qui se défendent, qui se battent pour leurs idées. Même si on est des adversaires absolus à leurs idées,
Mais c'est un talent qui, indéniablement, va manquer au Front National dans l'avenir, même si j'espère pour vous que le talent s'hérite. S'il y a des choses héréditaires, la nationalité, le talent, pourquoi pas pour vous. La deuxième chose, il y a aussi des évolutions de la société française. Le métissage a évolué. La France du début des années 80, en dehors des enjeux économiques, de la crise politique, etc. Et la France des années 2010, c'est plus la même. C'est un pays avec 40% de mariage chez les enfants d'immigrés. C'est un pays qui, petit à petit, il y a énormément de problèmes, il y a des ghettos, il y a ces violences, mais il y a un mélange qui se fait, il y a un niveau général d'acceptation, on va dire, de l'un des autres, d'une vision de l'identité française qui a évolué. Et les gens ne pensent plus pareil aujourd'hui qu'il y a quelques années, les générations se sont suivies. Et je pense qu'il y a un certain nombre de discours qui ne pénètrent plus dans la société, de solutions qui ne pénètrent plus. Il n'y a pas énormément de Français qui ont envie de jeter tout un tas de gens à la mer, à l'étranger ou que sais-je ailleurs, qui pensent que... Malek Bouti, vous êtes au-dessus de ce genre de caricature. C'est une image. Oui, mais justement, évitez les images réductrices. Alors je vais essayer de parler plus nettement, qu'ils ne les reconduisent pas administrativement dans leur pays d'origine. Voilà. Troisième point qui est extrêmement important, moi je reviens toujours au même point. Il y a toujours une contradiction à être dans le système démocratique sans l'épouser totalement. Et je pense que de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est dans la séquence qu'on vient de vivre, c'est l'élection de 2002, le deuxième tour pour le Front National à la présidentielle, et en même temps, la chute brutale. Alors, il y a tous les éléments que vous avez rappelés, M. Perrineau, mais il y a quand même quelque chose. C'est qu'on arrivait à la limite de la contradiction de l'élargissement du discours. Il y a un moment, le discours de Valmy, le discours... Jospin, après sa chute brutale, le Parti socialiste est remonté un tout petit peu, le discours certes, qui dit, quand même. même si vous êtes, quelle que soit votre origine, vous pouvez voter pour nous, tout ça trouble tout le monde, parce que, franchement, le fonds de commerce du Front National, c'est pas aussi large que ça. Alors, dans certains cénacles, ça peut passer parce que c'est un discours, mais électoralement, il y a une partie de l'électorat de base qui dit, ah ben non, nous, on ne veut pas voter Front National pour que tout le monde reste en France. On ne veut pas voter Front National pour être républicain. On veut voter Front National pour un certain nombre d'idées, moyennant quoi, ce grand écart, aujourd'hui, trouble, et on voit qu'il n'y a pas qu'un problème de succession à la tête du Front National. Il y a maintenant un problème de fond et d'orientation politique. Alors justement, je vous donne tout de suite la parole, Thierry Mariani, mais avant je vais vous passer un extrait d'un film qui s'appelle Poison d'avril, un film de William Carell, qui élabore une théorie un peu de la conspiration, mais une théorie qu'il n'est pas le seul à élaborer, sur justement la montée du Front National en 2007 et sa présence au deuxième tour. C'est un film de fiction, en 2002, pardon, un film de fiction qui se passe dans une chaîne de télévision et qui développait l'idée selon laquelle c'était Jacques Chirac, président de la République, qui pour être élu avait fait monter artificiellement le Front National. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait de Poison d'avril, sorti en 2006. Un membre important du Front National qui a demandé à garder l'anonymat a raconté à un journaliste du Monde, je te le lis. Oui. La première réunion a lieu avant Pâques, près de Fontainebleau. Le représentant de Chirac nous a dit « Nous allons nous occuper de Le Pen. Dans 10 jours, vous aurez vos signatures. » Et il a ajouté « Votre intérêt comme le nôtre est de tout faire pour éliminer Jospin du second tour. » C'est une bombe. T'en fais ce que tu veux. Début janvier, plus un seul sondage ne donne Chirac gagnant au second tour. Il va perdre les élections. Jospin sera élu. Chirac, rattrapé par les affaires, risque d'être traîné en justice et peut-être conduit directement en prison. Une seule solution, éliminer Jospin au premier tour en faisant passer un des autres candidats devant lui. Leur premier choix, Jean-Pierre Chevènement, est écarté. Ils ne peuvent pas prendre le risque, même minime, de le voir battre Chirac au second tour. Donc, il leur faut un épouvantail. Le Pen. Or, Le Pen, avec moins de 8% des voix, se retrouve en 5e position dans les sondages. Ses chances sont inexistantes. Il n'est même pas sûr qu'il se présente puisqu'il lui manque une grande partie des signatures. Restait la partie la plus difficile, convaincre les candidats qui risquaient de prendre des voix à Le Pen d'accepter de se retirer de la course. C'est un vrai polar. Un vrai coup d'État. L'opération avait même un nom de code. Il faut sauver le soldat Le Pen. Faut faire attention. Je connais Nathalie depuis 10 ans. Mais justement. On ne peut pas continuer à creuser un peu? Non, on n'y touche pas. La vérité, c'est pas ça. C'est Pasqua qui se retire et la candidature Taubira qui est une candidature de trop pour aller chercher justement les gens de couleur, le PS qui fait une mauvaise stratégie. Cette candidature de trop dont Jean-Marie Le Pen d'ailleurs se demandait pendant cette campagne si elle n'avait pas été poussée par l'Élysée. Taubira n'y va pas, c'est changé. Erwan Lecoeur, vous y croyez à cette théorie de la conspiration? C'est toujours compliqué de parler de ça. Il n'y a pas forcément besoin d'un complot. Il s'agit de savoir que, en effet, M. Pasqua... Un calcul. M. Pasqua ne se présente pas à cette élection alors qu'il voulait absolument s'y présenter. Tout le monde sait dans le milieu qu'on appelle autorisé qu'un certain nombre de dossiers ont été ressortis à cette époque. Évidemment, voilà, c'est tout. Et si Thierry Mariani, il y a un certain nombre de choses qui quand même... Moi, je suis une des personnes qui a écrit avant le 21 avril 2002 que Jean-Marie Le Pen pouvait tout à fait être au second tour si jamais
l'accident politique se prévoyait non pas à droite, mais à gauche. À l'époque, je vous rappelle, on prévoyait un accident politique à droite. Et c'était Chevènement, le troisième homme. Hein, c'était en 2000. C'est ce qui a été rappelé dans cet extrait. Ensuite, on a une campagne qui se joue. Et en sociologie, on regarde un petit peu le long terme, et pas seulement Maigret, Le Pen, et pas seulement si Maigret il a des troupes ou pas des troupes. Max Weber nous apprenait, entre le prophète et le bureaucrate, prenez toujours le prophète, c'est lui qui gagne. C'est donc Le Pen qui gagne à la fin. Hein, alors qu'à l'époque, un certain nombre d'analystes, et vous vous en souvenez madame, disaient non, c'est Maigret qui va gagner parce qu'il a le soutien de ceci, le soutien de cela. Allez très vite parce qu'on n'a plus quelques instants. Le 2002, c'est un accident politique à gauche qui a pu être aussi aidé à droite. C'est tout. Si vous le permettez, la fameuse théorie du complot, ça prouve d'ailleurs que la télé ou le cinéma, c'est toujours de la fiction. Stratégie électorale, si vous préférez. Pendant des années, vous avez dit que c'est Mitterrand qui avait inventé le Front National. Je pense tout simplement qu'il y a une conjonction. Il y a une conjonction entre une gauche qui n'a pas de programme, pas de véritable leader, et puis, comme vous l'avez dit, une droite qui retrouve ses valeurs sans se caricaturer grâce à Nicolas Sarkozy. Une droite qui ose enfin dire, il y a effectivement le problème de l'emploi, il y a les problèmes sociaux, mais il y a aussi le problème de l'immigration, mais il y a aussi le problème de la sécurité. Pendant des années, moi je me souviens, qu'à droite, quand nous en parlions, on était un certain nombre, immédiatement on était accusé d'être à la remorque du Front National, c'était devenu un sujet tabou. Je crois que la victoire de la droite cette fois, c'est aussi la levée de certains tabous par Nicolas Sarkozy, où désormais la droite ose s'assumer, je répète, sans se caricaturer. Et on l'a très bien montré sur les questions d'immigration. Entre la solution que vous proposez, effectivement, de bloquer toute immigration ou les solutions qui sont proposées par le Parti Socialiste, la droite, c'est quoi? C'est l'immigration choisie, en ce moment. Plus l'immigration subie, on connaît... C'est-à-dire une politique d'immigration qui reste réaliste, tout en plus d'immigration et des immigrés, M. Mariani, qui sont 2 fois plus au chômage que les Français, ce qui prouve d'ailleurs l'inutilité d'aller en chercher encore. Ce qui serait bien, c'est de trouver d'abord du boulot aux chômeurs qui sont en France. Mais c'est pas grave, vous continuez à aller en chercher. Moi, monsieur Tadei, ce que je voudrais dire à monsieur Perrineau tout à l'heure. Et ce sera votre conclusion d'ailleurs, parce qu'on arrive au bout. Vous avez été très caricatural dans votre présentation. Parce qu'en réalité, vous savez très bien que la vie politique du Front National a été beaucoup plus fluctuante. Qu'en 1999, aux européennes, on fait 5,5, et que 3 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle. Qu'en 88, on fait 14 aux présidentielles, on fait 3% aux cantonales qui suivent. Et on refait 13% aux européennes. Faut comparer une présidentielle à une mais vous comparez ce qui vous arrange. On compare pas une présidentielle à une cantonale. Monsieur Perrineau, vous avez comparé vous-même les législatives avec les municipales qui suivaient en disant le Front National n'a pas eu de rebond. Eh bien, c'est faux, puisqu'au cantonal, ce dont vous n'avez pas parlé, c'est que les cantonales, le Front National a fait 2 fois plus qu'il a fait aux législatives. Mais ça, ce qui est comparé. Conclusion d'Alain Soral. Donc c'est pas très objectif tout ça. Moi je voudrais directement parler à Malek Bouti. Malek Bouti prétend qu'il parle au nom des banlieues, des Français d'origine immigrée, des métis, etc. Une fois j'ai été invité au Val-Fouré pour débattre face à toi. Tu n'es pas venu, moi je suis venu. Il y avait 400 personnes qui m'ont écouté très sereinement alors que je suis membre du Front National. Je prétends moi que je peux aller plus facilement dans les banlieues que toi et tu n'as aucune légitimité pour parler à la place des gens des banlieues. Et c'est ça qui me pose problème avec toi. Voilà. Et je l'ai constaté en allant sur le terrain. Pascal Perrineau, une conclusion ? Oui, je crois, si vous voulez, que le Front National, qui a été le plus grand succès politique que l'on ait connu grâce à un entrepreneur politique hors pair, qui a été Jean-Marie Le Pen, est devant les difficultés. Il a mangé son pain blanc électoral, il découvre, comme toute force politique, qu'il est devant son pain noir électoral, et il y a une interrogation phénoménale sur que faire. Que faire? Que faire? Mais bien sûr, tout le monde peut pratiquer, en effet. Demain sera radieux. Demain sera radieux. Mais écoutez, j'espère pour vous. Vous nous avez enterré 10 fois. Si vous permettez, je ne vous ai jamais interrompu. Si vous permettez, vous me laissez aller jusqu'au bout de ma phrase. Je ne suis pas démocrate. Je crois que, si vous voulez, ce qui a fait son succès, c'est tout de même l'extériorité du FN par rapport au système. C'est le fait, au fond, que Jean-Marie Le Pen n'a jamais voulu véritablement s'intégrer au système. Et je ne suis pas sûr qu'une stratégie qui consiste de plus en plus à faire à l'extérieur du système un peu comme les autres partis du système, mais nous, on veut pas du tout faire comme les autres partis, de succès électoral. C'est au fond déjà un peu ce qu'a cherché à faire Bruno Maigret. Ça a fini dans les sables de la marginalité. On n'est pas dans la chanson et dans la politique, quand même. Ça finit dans les sables de la marginalité politique. Vous parlez comme si la politique c'était des parts de marché. Vous avez une vision commerciale, une vision consumériste, et c'est pour ça
que, à mon avis, vous vous trompez dans vos analyses, Monsieur Perrineau, et ça n'est pas la première fois. Très court, Malek Mouti, arrive. qui vient d'être en plus apostrophé, mais très court, parce que je voudrais que Jean-Jacques Hano vienne bientôt nous rejoindre. Quand on est même à la apostrophé minute. comme ça, c'est quand même, on a marqué un petit point dans le débat. Mais je pense que... ensemble en banlieue quand tu veux. Bah, avec plaisir. Allez, chiche. Je pense que la réalité, elle est la suivante. Moi, je ne pense pas que le Front National est condamné par la situation politique. Je pense que l'extrême droite, en tant que telle, je ne peux pas parler du Front National, peut avoir un espace politique avec la crise qui s'ouvre et la situation internationale qui est ouverte. Je pense que le gouvernement, la majorité actuelle, va au-delà de très grandes difficultés et va être pris dans des contradictions. Maintenant, je crois que le désavantage du Front National, indéniablement, c'est qu'il a un problème de crise de direction. Et qu'il suffit pas d'avoir... Le PS, non, en revanche. Mais on fera une émission sur le PS. On en a fait une la semaine dernière. Déjà la semaine dernière. Je pense qu'il suffit pas d'avoir un espace politique pour l'épouser. Je pense que quand on a une direction faible, on n'est pas capable d'occuper cet espace politique. Donc c'est pas un problème d'idée. C'est donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, en tant que force politique, il y a aujourd'hui une course de vitesse et ceux qui sont dans la course de vitesse connaissent des crises politiques. La gauche comme l'extrême droite. J'espère qu'on se relèvera avant elle. La course de perte de vitesse, la gauche. Je crois aussi qu'un certain nombre d'électeurs se sont aperçus qu'après 20 ans de vote, de réaction, ça n'aboutissait à rien. Alors que et comme vous le disiez, écoutez, je pense que le vote Sarkozy, c'est au moins hausse du chômage, hausse de déficit extérieur. Le plan Attali était pas mal aussi. Hausse de l'immigration, disparition du petit commerce, disparition de l'agriculture. Non, ça marche bien. Merci par moment de laisser parler les autres. Terminez très vite, Thierry Mariani. C'est extraordinaire que vous vouliez jamais écouter les autres interlocuteurs. Mais non, mais on débat, M. Mariani, je sais que vous n'avez plus l'habitude de le faire. On débat, on échange des idées. On occupe les médias. On occupe les médias. On n'est pas dans le robinet d'eau tiède permanent. Terminez votre phrase. Sarkozy s'est fait élire en mentant aux Français et en nous promettant les choses qu'avait promis Le Pen. Les Français ont vu qu'il avait menti. La crise arrive, elle va être très dure. Et je pense qu'ils sont dans le même parti quand même. C'est vraiment bien réglé. Terminez votre phrase, Thierry Mariani. De duo. Après 20 ans de votre réaction, on s'est aperçu, les Français, que ça menait à rien. Et peut-être Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, a réellement représenté l'espoir et un vote d'action. Peut-être. Oui, mais vous, même vous doutez. C'est sûr que c'est rien. Même vous doutez. Non, les Français aujourd'hui se disent peut-être que lui, vous, c'est au moins sûr qu'il n'y a rien à attendre. Ce sera le dernier mot. Je vous remercie tous les six d'avoir participé à ce débat. On va laisser une place à Jean-Jacques Hano, qui revient des États-Unis. Venez, vous êtes obligé de partir, Malek Mouti. Bon, alors, donc, allez, essayez-vous. Jean-Jacques Hano.